L'histoire se déroule au cœur des bois. Seiichi Haragi, un élève de deuxième année de lycée, se retrouve dans un monde complètement inconnu, vivant dans des circonstances inimaginables. Il est ébloui par une lumière intense et découvre une fille dénudée se tenant devant lui. À sa grande surprise, elle l'embrasse avec enthousiasme et lui demande de l'épouser, laissant Pieichi perplexe, incapable de croire qu'une si belle fille fasse une telle proposition. À ce moment-là, il se souvient de la façon dont il a fini dans cette situation quelques semaines plus tôt. De retour dans son lycée, Seiichi était constamment harcelé par ses camarades à cause de son poids et de son apparence. Un jour, alors qu'il était allongé sur le sol après avoir été battu, la voix d'un être mystérieux interrompit la routine scolaire habituelle, annonçant que les élèves seraient transportés dans un autre monde en tant que héros. Ce dieu leur accorde des capacités spéciales, telles que le pouvoir de voir des statistiques, d'évaluer des objets et d'accéder à des inventaires. Il leur donne également 10 minutes pour former des groupes avant d'être envoyés. Comment ? Cependant, Seiichi, avec des statistiques minimales, est rejeté par tout le monde et transporté seul. Avant d'être envoyé, Dieu a pitié de lui et lui accorde une capacité spéciale, sans en expliquer la nature. En arrivant dans le nouveau monde, Seiichi se retrouve au milieu de la jungle, affamé et sans ressources. Après 5 jours sans nourriture, il tombe sur un étrange fruit laissé par des singes à proximité. En utilisant sa capacité d'évaluation, il découvre qu'il s'agit d'un fruit d'évolution. Malgré ses doutes, la faim le pousse à le manger. Bien que le fruit ait un goût horrible, il satisfait sa faim, et une voix mystérieuse l'informe qu'il a acquis ses effets, bien qu'aucun changement immédiat ne soit évident. Au cours des jours suivants, Seiichi explore la jungle, faisant face à des situations dangereuses. Il découvre que les singes possèdent d'autres fruits de l'évolution, et parvient à en voler quelques-uns ainsi que des potions grâce à sa capacité d'inventaire. Il trouve également un champignon mystérieux et, poussé par le désespoir, le mange, éprouvant de vives douleurs abdominales qui l'amènent à consommer davantage de fruits de l'évolution pour se soulager. À chaque fruit qu'il mange, ses capacités s'améliorent, lui conférant une résistance au poison et une compétence d'évaluation avancée. Soudain, un singe l'attaque brutalement, le laissant au bord de la mort. Après s'être soigné avec l'une des potions volées, Seiichi essaye de riposter, mais le singe meurt de manière inattendue à cause de son odeur nauséabonde. En vainquant le singe, il acquiert plusieurs capacités puissantes, telles que le coup de pied guillotine, le mouvement instantané et l'alchimie avancée. Il trouve également un livre qu'il peut lire, à sa grande surprise, grâce à la capacité spéciale accordée par Dieu. Le livre révèle que les singes sont des créatures intelligentes, de haut niveau, capables de créer des outils et des médicaments. Peu à peu, Seiichi subit une transformation physique et acquiert des statistiques extraordinaires. Bien qu'il reste au niveau 1, il parvient à affronter un loup géant de niveau 300. En utilisant ses nouvelles capacités après l'avoir vaincu, il obtient sa fourrure, sa viande et une dague légendaire en eau qui amplifie ses pouvoirs magiques. Cependant, Seiichi reste perplexe quant à la raison pour laquelle son niveau n'augmente pas malgré ses victoires. La situation devient désespérée lorsqu'un gorille rose de niveau 775, le chef des singes, apparaît. Ce gorille, nommé Sareya, défie Seiichi en duel. Initialement réticent, Seiichi accepte. Ne voyant aucun moyen de s'échapper, Sareya s'avère incroyablement puissante, mais commence également à développer des sentiments romantiques pour Seiichi pendant le combat. Finalement, Seiichi utilise sa mauvaise odeur pour la distraire, ce qui, plutôt que de la vaincre, la fait tomber encore plus amoureuse de lui. Sareya l'emmène chez elle, dans un grand arbre, se déclarant sa femme, laissant Seiichi complètement stupéfait. Sareya prend soin du protagoniste avec une grande dévotion, le traitant comme si c'était son mari. En le nourrissant, elle avoue son désir de l'épouser. Se sentant marrainaise, le protagoniste essaye d'expliquer qu'ils sont d'espèces différentes. Il est humain et elle est un gorille sale. Offensée, Sareya précise que son nom est Sareya et qu'elle n'est pas un gorille sale. Elle lui offre de la nourriture et des vêtements, demandant s'il pense qu'elle pourrait être une bonne femme. Bien que le protagoniste apprécie sa gentillesse, dans son esprit, il commence à planifier une évasion pour explorer les zones dangereuses de la carte qu'il a obtenues du livre du loup. Sareya interrompt ses pensées, lui demandant s'il pense à elle. Ignorant sa question, il lui demande plutôt comment elle a appris à parler. Sareya explique qu'elle a trouvé quelques livres dans une grotte voisine et propose de le guider là-bas. Parmi les livres, le protagoniste découvre un intitulé « Magie pour la vie quotidienne » et apprend une compétence appelée lavage qui lui permet de se nettoyer sans avoir besoin de se baigner. Plus tard, ils vont pêcher au bord de la rivière. Profitant de la distraction de Sareya, le protagoniste tente de s'échapper mais rencontre une araignée géante. Sareya apparaît juste à temps et la vainc d'un seul coup, prouvant qu'elle tient vraiment à lui. De retour chez eux, alors qu'ils dînent, Sareya plaisante en disant qu'il ressemble à des jeunes mariés, ce qui met mal à l'aise le protagoniste. Sareya mentionne ensuite son projet d'aller avec les singes à la recherche de plus de fruits de l'évolution, surprenant le protagoniste qui se souvient de ceux qu'il avait volés. Lorsque Sareya lui demande s'il connaît le fruit de l'évolution, il le nie.
Seria explique que ces fruits améliorent ceux qui les consomment, mais doivent être mangés en quantités exactes de 10, car en prendre plus pourrait être mortel. Ayant déjà mangé 10, le protagoniste s'inquiète, mais Seria ne soupçonne rien. Elle mentionne alors que quelqu'un a volé ses fruits, forçant le protagoniste à avouer qu'il les a pris parce qu'il avait faim. Au lieu de se fâcher, Seria lui pardonne, disant que les fruits étaient destinés à son futur mari, réaffirmant qu'ils sont fiancés. Plus tard, lorsque Seria part chasser, le protagoniste saisit l'occasion de s'échapper de la forêt. En fuyant, il entend Seria crier pour lui dire de ne pas prendre un certain chemin, mais il l'ignore et utilise une compétence pour se déplacer rapidement. Il arrive à une grotte qui semble menaçante et décide d'entrer. À l'intérieur, il trouve des portes menant à une chambre avec un squelette assis sur un trône. Le squelette se présente comme Xenos, l'aristocrate sombre. En utilisant sa compétence d'évaluation, le protagoniste découvre que Xenos semble être de niveau 1, mais qu'il est en réalité de niveau 1500. Xenos se prépare à se battre, affichant une puissance écrasante. Juste au moment où le protagoniste est sur le point d'être vaincu, Seria apparaît et le protège, recevant un coup fatal avant de perdre connaissance. Seria dit au protagoniste qu'elle l'a protégé parce qu'il ne l'a jamais traité comme un monstre. Rempli de détermination et d'amour, le protagoniste affronte Xenos pendant le combat. Il déclare ses sentiments pour Seria et débloque une nouvelle compétence appelée Impact Océan, qu'il utilise pour vaincre Xenos. Avant de s'évanouir, Xenos remercie le protagoniste de l'avoir libéré de sa malédiction actuelle et de lui avoir appris le pouvoir de l'amour. Seiichi Ahagi retourne vers Seria qui, au bord de la mort, avoue qu'elle aurait aimé pouvoir être sa femme. Les deux échangent un baiser et Seria commence à briller, se transformant en une belle humaine. Le protagoniste est stupéfait, mais Seria lui assure qu'elle est toujours elle-même. Enfin, Monsieur Chip, le gardien du labyrinthe, apparaît pour les féliciter d'avoir terminé le donjon et les récompense avec divers trésors, y compris une nouvelle récolte de fruits de l'évolution. Avec cela, le protagoniste et Seria, main dans la main, se dirigent vers la ville la plus proche. Mais avant de partir, plusieurs démons sont vaincus par une femme mystérieuse. Seiichi discute avec Seria de rejoindre une guilde d'aventuriers, convaincu que cela pourrait faciliter sa réunion avec ses compagnons. Au cours de leur voyage, il rencontre un slime, que le protagoniste évalue avec sa compétence et découvre qu'il est assez fort. Lorsque le slime attaque, le protagoniste vainc d'un seul coup. L'ennemi laisse tomber du butin, une paire de bottes et quelques cartes. Seria prend les bottes tandis que le protagoniste ramasse les cartes et acquiert de nouvelles capacités telles que l'absorption et la compréhension. Ces améliorations lui permettent de monter de niveau, faisant évoluer sa compétence de déguisement en déguisement superposé. Cependant, ce changement le perturbe car il a l'impression que cela l'éloigne de son humanité. À ce moment-là, ses yeux commencent à briller et son casque se transforme. Il se transforme en une robe de mage. Une carte apparaît également, que Seria lui remet. En l'ouvrant, Mr. Chip apparaît et explique que sa capacité de déguisement s'est améliorée, lui permettant de dissimuler ses pouvoirs, mais l'avertit également des changements qui le font paraître moins humain. Après cette brève interaction, la carte se détruit d'elle-même. Maintenant équipé de sa nouvelle robe et accompagné de Seria avec ses bottes, ils poursuivent leur voyage jusqu'à atteindre une ville. À la porte de la ville, les gardes demandent une notification d'identification. Le protagoniste, inquiet, explique qu'il a perdu la sienne. Les gardes leur demandent de placer leurs mains sur le joyau de la vérité pour vérifier qu'ils ne sont pas des criminels. Tous deux passent le test sans problème. Mais le garde, qui se présente sous le nom de Claude, les avertit d'éviter la guilde locale à tout prix. Malgré cet avertissement, le protagoniste décide de visiter la guilde par curiosité. À son arrivée, la guilde semble normale de l'extérieur, mais en ouvrant la porte, ils sont accueillis par une scène extravagante où les membres affichent des comportements bizarres et érotiques. Juste au moment où ils s'apprêtent à partir, ils sont interceptés par Gustle Clout, le maître de la guilde, qui les pousse à l'intérieur. En se vantant de ses muscles, Gustle ordonne à Harris McLean, la réceptionniste, d'enregistrer le protagoniste. Initialement réticente à cause de sa tenue, Harris change d'approche et procède à l'enregistrement après un ajustement de garde-robe. Pendant le processus, quelques voyous s'approchent du protagoniste qui mentionne qu'il est nouveau dans la guilde. Ils le conduisent dans un endroit isolé pour lui faire un accueil, qui s'avère plutôt étrange. Cependant, il réussit à s'échapper en sautant de toit en toit. Lorsqu'il revient à la guilde, Aeris l'informe que le test d'entrée comprendra des missions telles que l'escorte de conquête ou des tâches diverses. Pour superviser ces missions, ils ont besoin d'un aventurier de rang B ou supérieur, Gazelle. Il présente Artoria Grimm, une aventurière connue sous le nom d'Artoria la Calamité, qui accepte de superviser après quelques insistances. Artoria guide ensuite le protagoniste et Seria lors de leur premier travail, s'occupant d'enfants dans une église. Seria prend en charge cette tâche, tandis qu'Artoria et le protagoniste passent à la mission suivante. En chemin, il tombe sur un enfant blessé et Artoria le protège des débris tombants, démontrant ses compétences défensives. Le protagoniste est impressionné, mais Artoria reste réservé et mentionne sa malédiction qui cause des ennuis à ceux qui l'entourent.
Leur deuxième travail consiste à démolir des ruines. En essayant de le faire, le protagoniste provoque un effondrement et se retrouve piégé, ce qui inquiète Artoria. Cependant, il en sort indemne, ce qui lui vaut une réprimande d'Artoria pour son imprudence. Reconnaissant sa propre faute, elle promet d'être plus prudente à l'avenir. Leur troisième tâche est de promener le chien d'une femme qui s'avère être un énorme loup nommé Milk. Milk poursuit le protagoniste pendant qu'Artoria discute avec la propriétaire de tout le plaisir que Milk a. Après avoir terminé leur tâche, ils retournent à la guilde pour recevoir leur paiement. Artoria leur offre un logement et de la nourriture, surprenant à la fois Gussel et Eri par sa gentillesse. Naturellement, nous sommes également intrigués, car ses véritables intentions restent floues. Le lendemain, le protagoniste, Seria et Artoria poursuivent l'examen de la guilde. Leur mission est de collecter des herbes médicinales courantes. Alors qu'Artoria essaye d'expliquer les détails, le protagoniste, pensant que c'est une tâche simple, se précipite directement dans la forêt avec Seria à sa suite, laissant Artoria en plein milieu de sa phrase. Plus tard, tous deux reviennent avec leur découverte. Seria rapporte les bonnes herbes médicinales, tandis que le protagoniste présente des champignons étranges aux capacités inhabituelles. Artoria lui rappelle que la tâche était de rassembler des herbes médicinales, mais il se défend en disant qu'il n'en a pas trouvé, bien que plusieurs se trouvaient juste à ses pieds. Après avoir collecté les bonnes herbes, Artoria l'informe qu'il en faut encore plus, alors il retourne dans la forêt. Pendant sa recherche, le protagoniste entend des voix et rencontre un groupe de démons qui se présentent comme l'escouade spéciale Miss Léa. Lorsqu'ils essayent de l'attaquer avec un troll géant, le protagoniste le vainc sans effort, utilisant sa capacité d'absorption qui adapte sa force à celle de son adversaire. Impressionnés, les démons s'enfuient, ignorant les questions du protagoniste sur les herbes. N'ayant pas d'autre choix, il retourne vers Artoria, qui lui fournit enfin des herbes médicinales pour qu'il puisse réussir le test. Pendant ce temps, l'escouade de démons retourne auprès de Madame Léa, qui les gronde pour avoir désobéi à ses ordres et être entrés dans le monde des humains. Ils expliquent qu'ils ont planté des mines de transport dans les territoires humains. Mais Léa est furieuse d'apprendre que les mines mènent au labyrinthe du dieu dragon noir. En guise de punition, elle leur promet 500 coups de fouet. Pendant ce temps, Seiichi, Seria et Artoria commencent le deuxième test de l'examen de la guilde en battant 10 slimes. Pendant la mission, Artoria remarque que des slimes disparaissent à cause de la magie de transport dans la région. Alors elle décide d'annuler le test et d'informer la guilde. Cependant, elle marche sur l'une des mines et est transportée avec le protagoniste et Seria dans le labyrinthe du dieu dragon noir. Artoria les gronde pour avoir essayé de la sauver, mais il explique que leurs corps ont agi par instinct. Émue, Artoria leur demande de rester ensemble et leur donne une pierre magique qui devient rouge si quelqu'un est en danger. Involontairement, elle marche sur un piège qui fait lever un mur, la séparant du groupe. Alors qu'elle les cherche, le protagoniste et Seria essaient d'utiliser la pierre de guidage, mais finissent par prendre un chemin différent. Artoria fait face à une bataille féroce contre une momie, tandis que le protagoniste et Seria découvrent une pièce avec un coffre. Bien que méfiant, le coffre implore d'être ouvert, se révélant être un ennemi avec des bras et des jambes. Le protagoniste le vainc en utilisant son pouvoir Aquabind. En montant de niveau, un autre coffre apparaît contenant un livre sur l'histoire des coffres animés, une bague et des cartes. Soudain, la pierre de guidage devient rouge, indiquant qu'Artoria est en danger. En passant à Artoria, elle est blessée et se tient devant une grande porte. À l'intérieur, elle fait face au dieu dragon noir, un puissant ennemi de l'armée du roi démon. Malgré l'utilisation de sa capacité berserker de calamité, elle est gravement blessée et au bord de la défaite. Alors que le dragon prépare son attaque finale, Artoria se souvient de Seiichi et Seria, regrettant de les avoir impliqués dans une situation aussi dangereuse. Juste au moment où tout semble perdu, le protagoniste et Seria arrivent, la protégeant avec l'aide d'une robe magique, prêt à affronter le redoutable dragon. Pendant le sauvetage d'Artoria, le manteau de Hiragi subit des dommages, mais ils parviennent à la sauver d'une mort certaine. Artoria, déconcertée, demande comment ils l'ont trouvée, et Hiragi explique que la pierre qu'elle leur a donnée est devenue rouge, signalant un danger. Pour l'atteindre, il a choisi le chemin le plus direct, brisant les murs du labyrinthe avec force brute. Pendant ce temps, Seria s'occupe des blessures d'Artoria. Alors qu'ils se préparent à partir, le groupe se retrouve face à un dragon inconscient, celui sur lequel ils sont tombés par accident plus tôt. Le dragon, maintenant éveillé et furieux, les maudit. Prêt au combat, Hiragi dégaine ses épées. Le dragon lance une attaque enflammée que Hiragi esquive habilement. Il libère ensuite sa capacité suprême, la griffe, causant quelques dégâts mais ne parvenant pas à l'entraver. Utilisant sa capacité d'évaluation, Hiragi identifie la créature comme le dieu dragon noir, un adversaire redoutable avec un niveau impressionnant de 5000. La bataille s'intensifie. Malgré les manœuvres d'évasion de Hiragi, le dragon le paralyse avec une capacité spéciale. Profitant de l'occasion, le dragon prépare une attaque directe. Cependant, Hiragi, faisant preuve de résilience, se libère en utilisant une nouvelle compétence qui annule l'intimidation.
Lorsque le dragon lance son sort Flammes Infernales, Hiragi contre avec la magie de l'eau, infligeant un coup direct. Dans un dernier mouvement, Hiragi porte un coup décisif, vainquant le dragon. Le dragon laisse tomber des objets précieux sur ses écailles, ses crocs, ses griffes, ses os et un orbe noir connu sous le nom de joyau du dragon noir. Après avoir ingéré le joyau, les capacités physiques et magiques de Hiragi explosent et il acquiert la magie dimensionnelle lui permettant de voyager entre les dimensions. Parmi les trésors du dragon, il trouve également une cape avec des propriétés offensives et défensives exceptionnelles, ainsi qu'une biographie du dieu dragon noir. En lisant la biographie, Hiragi apprend que le dragon était autrefois un protecteur des humains jusqu'à ce qu'il le trahisse, tentant d'utiliser son corps pour forger des armes. Sauvé par le roi démon, le dragon lui devint loyal. Cependant, les humains invoquèrent des héros pour vaincre le roi démon et scellèrent le dragon dans le labyrinthe où il jura de se venger. Attristé par cette révélation, Hiragi regrette d'avoir tué la créature. À ce moment-là, Monsieur Chip le félicite d'avoir terminé le donjon, mais l'informe avec humour qu'il n'y a pas de récompense puisque Monsieur Chip est en vacances. Avec leur nouveau pouvoir, le groupe sort du labyrinthe. En chemin, Artoria reprend connaissance. Lorsqu'elle essaie de marcher seule, Hiragi lui explique doucement que ses blessures ne sont pas complètement guéries. Elle lui montre ses statistiques, révélant une malédiction de moins 2 millions de chances, ce qui cause des malheurs à tous ceux qui l'entourent. Cependant, Hiragi et Seryu la rassurent en disant qu'ils ne sont pas malheureux d'être avec elle. À leur arrivée à la guilde, ils reçoivent un accueil chaleureux. Submergée, Artoria réalise qu'il y a des gens qui se soucient vraiment d'elle. Gênée, elle s'enfuit après que Hiragi lui ait dit avec confiance que son état ne les dérange pas. Plus tard, Hiragi parcourt toute la ville à sa recherche et finit par la trouver dans des ruines. Là, Artoria, se sentant abattue, demande si elle est un fardeau. Hiragi le nie, la prend dans ses bras et promet de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle puisse sourire sincèrement. Pour l'aider, il lui offre une bague qui enlève les malédictions et double la chance. Sa chance passe de moins 2 millions à 4,4 millions. Émue mais troublée, Artoria interprète ce geste comme une proposition en mariage. Dans un élan d'embarras, elle pousse Hiragi et s'enfuit. Hiragi, confus, mais voyant son bonheur, décide de ne pas clarifier le malentendu. Le lendemain, le protagoniste prend le petit déjeuner avec Seria. En mangeant, Seria remarque que quelque chose le dérange et demande ce qui ne va pas. Il confesse qu'Artoria l'évite, ce à quoi Seria répond que cela pourra signifier qu'elle le déteste. Surpris, le protagoniste demande comment elle peut en être si certaine, et Seria explique que c'est un instinct animal. Elle mentionne ensuite qu'elle ira à l'église pour jouer avec les enfants. Pendant qu'il recueille des informations, le protagoniste se dirige vers la guilde où il rencontre Gustel Clout, le maître de la guilde, qui lui suggère de rejoindre un camp d'entraînement pour développer ses muscles. Cependant, le protagoniste décline l'offre. À ce moment-là, Eris apparaît, offrant des informations utiles, bien que ses propositions supplémentaires soient plutôt étranges et également rejetées. Gusel intervient et demande quel type d'informations il recherche, soit à quoi le protagoniste répond s'il connaît des événements récents. Gusel mentionne qu'un pays a convoqué des héros et Eris explique que ces héros sont tirés d'un autre monde pour combattre le roi démon. Choqué, le protagoniste accepte d'enquêter davantage. Gusel sort une carte d'un endroit inattendu, son sous-vêtement, et la lui remet. Pendant que le protagoniste analyse la carte, la scène se déplace vers le roi Kaiser qui maudit le commandant Zeika pour son incapacité à bien former les nouveaux héros convoqués. Le roi considère cela futile si les héros ne sont pas préparés à se battre, tandis que Ruben, un magicien, suggère d'envoyer les héros dans une académie de magie. Le roi approuve l'idée et demande comment ils s'assureront que les héros obéissent. Ruben révèle un bracelet qui garantit leur soumission. Pendant ce temps, Artoria est vue courant à travers la ville, confuse par les sentiments de peur qu'elle éprouve pour le protagoniste. Chaque fois qu'elle le voit, son cœur s'emballe, la poussant à fuir. Pendant ce temps, le protagoniste arrive à la bibliothèque royale pour chercher des informations sur le pays qui a convoqué ses compagnons. En lisant, il acquiert automatiquement des compétences magiques. Glace, magie, feu, vent, lumière et d'autres, atteignant le niveau maximum dans tous les éléments. Une voix mystérieuse le félicite, mais il continue ses recherches bien qu'il ne trouve aucun indice de quête utile pour localiser ses amis. Déçu, il décide de se promener dans la ville et s'arrête pour acheter un tableau d'une fille avec des oreilles de chien. Attiré par un doux arôme, il arrive dans un café. Bien qu'il hésite d'abord à entrer, la faim l'emporte. À l'intérieur, il est accueilli par le propriétaire du café, Nor, et un homme blond nommé Ranz. En savourant la nourriture, Ranz demande si le protagoniste est un aventurier. Il répond qu'il a officiellement commencé en tant qu'aventurier juste la veille. Ranz commente qu'il semble venir de l'Est, et le protagoniste mord en disant que c'est le cas. Au cours de la conversation, Nor mentionne qu'offrir une bague à une femme dans ce pays symbolise le mariage. Alarmé, le protagoniste réalise qu'Artoria pourrait avoir mal interprété ses intentions, et que, s'il la rejette, il pourrait faire face à un destin fatal. Déterminé à clarifier le malentendu, il se met en route pour retrouver Artoria.
Nord avertit Runs qu'il ne devrait pas être là, mais Runs répond avec confiance. Pendant ce temps, Artoria se promène dans la ville. En détresse, Adriana apparaît et suggère qu'elle devrait parler de ses sentiments. Enfin, Artoria admet qu'elle est amoureuse du protagoniste et demande de l'aide pour se confesser. Adriana accepte et promet de l'aider à revenir vers le protagoniste, qui réfléchit à ce qu'il doit dire à Artoria. En la cherchant, il passe devant l'église où il prévoit de tout dire à Seria. Le lendemain. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Artoria apparaît soudainement et sans beaucoup de mots l'embrasse. Choqué, il entend avouer son amour et lui assurer qu'elle ne veut pas se mettre entre lui et Seria, mais qu'elle veut être à ses côtés. À ce moment-là, Seria arrive, qui, loin d'être contrariée, l'encourage à accepter les sentiments d'Artoria. Selon elle, il est naturel que des mâles forts attirent de nombreuses femelles. Ému, le protagoniste confesse également ses sentiments à Artoria et l'embrasse, laissant derrière lui tout malentendu. Le lendemain, Hyuragi et Seria profitent d'un repas à la guilde lorsque Gustel les interrompt. Il mentionne que les aventuriers de haut rang ont besoin d'un cheval pour voyager sur de longues distances. Il sort ensuite un rouleau de ses vêtements et le remet au protagoniste afin qu'il puisse en acquérir un. Plus tard, le protagoniste suit les instructions de la carte, bien qu'avec quelques difficultés, car il a du mal à interpréter les signes. Seria et Artoria ne l'accompagnent pas, car elles sont occupées par d'autres tâches. Finalement, il arrive à l'endroit désigné et est accueilli par le propriétaire de l'écurie, qui lui montre plusieurs chevaux disponibles. Supposant que le protagoniste souhaite participer à la Coupe Royale, une célèbre course de chevaux autour de la ville où tout est permis, le propriétaire essaye de l'impressionner. Cependant, les options sont décevantes, un cheval malade et ensuite un âne nommé Lulune. Alors que le propriétaire vante les supposées qualités de Lulune, elle le frappe et le bat sans pitié. Intrigué, le protagoniste active involontairement une nouvelle capacité appelée compression animale, lui permettant de comprendre ce que dit l'âne. Lulune lui demande d'entrer dans l'enclos, et bien qu'elle l'attaque au départ, il esquive facilement ses coups. Impressionné, Lulune finit par céder, s'agenouillant et déclarant le protagoniste digne d'être son maître. Le propriétaire, encore meurtri, essaye de s'opposer, mais Lulune l'assomme avec un autre coup de pied. Ainsi, le protagoniste emmène l'âne avec lui. Alors qu'il se promène dans la ville, Lulune commence à avoir faim à cause des arômes environnants et le protagoniste lui achète quelque chose à manger, un geste qu'elle apprécie, le qualifiant de bonhomme. Plus tard, il passe devant l'étal où le protagoniste avait précédemment acheté une peinture. Là, il trouve Mei, la fille aux oreilles de chien, harcelée par un jeune homme blond nommé Clay. Mei remercie le protagoniste d'avoir acheté sa peinture, mais Clay insiste pour qu'elle participe à un concours d'art prestigieux. Mei refuse, affirmant qu'elle est novice et pas à la hauteur de la tâche. Le protagoniste l'encourage à participer à la course, lui rappelant son talent. Pour la motiver, il fait un pari. S'il gagne la Coupe Royale, Mei doit s'inscrire au concours. Malgré ses réserves, elle accepte. Le lendemain, le protagoniste, accompagné de Seria, Artoria et Lulune, se prépare pour la course. Les règles permettent l'utilisation de la magie et des armes pour entraver les adversaires, rendant la compétition brutale. L'un des prix les plus convoités est de passer une journée avec les Valkyries. Mais le protagoniste et Lulune ne s'intéressent qu'à gagner le Tanberry, un poisson considéré comme un délice. La course commence, mais Lulune, distraite par sa faim, tombe à la dernière place. Le protagoniste fouille dans son inventaire et trouve un fruit d'évolution que Lulune mange instantanément, retrouvant son énergie. À partir de ce moment, il court à pleine vitesse, esquivant les concurrents et affrontant de nombreux dangers. À mi-parcours, un participant invoque une meute de loups dans un Hellwolf de rang A, provoquant le chaos, tandis que d'autres luttent pour survivre. Lulune bat facilement les loups, mettant même hors de combat le loup massif d'un coup de pied au visage. Enfin, le protagoniste et Lulune franchissent la ligne d'arrivée en première position. Inspiré par leur victoire, Mei décide de participer au concours d'art. Plus tard, Lulune est déçu de ne pas avoir gagné la Tanberry, mais le protagoniste la console en lui rappelant qu'ils ont obtenu la première place dans la coupe. Ravi, Lulune jure de lui servir toute sa vie et commence à évoluer. Évoluer, se transformant en fille. À ce moment-là, Seria et Artoria arrivent, trouvant Lulune nue près du protagoniste, créant une situation gênante. En étant découverte par Artoria, Seiichi panique et essaie d'expliquer la situation. Il lui dit qu'il a donné à Lulune un fruit de l'évolution, qu'il a transformé en fille. Artoria, incrédule, le frappe, lui faisant comprendre qu'elle ne croit pas à son excuse. Juste à ce moment-là, Seria intervient et se transforme à nouveau en gorille, prouvant que les fruits de l'évolution sont réels. Surprise, Artoria emmène Lulune dans un magasin pour lui trouver des vêtements appropriés. Pendant qu'elles sont dans le magasin, deux filles interrompent. Claudia, Astério, aux cheveux bleus, et Lorna, aux cheveux orange, toutes deux se présentent comme membres des Valkyries. Claudia inspecte le protagoniste, l'accuse d'être un pervers et sans avertir lance un sort qui le lie magiquement. Ignorant ses protestations, elles annoncent qu'elles vont l'emmener au château d'Arcel dans le royaume de Windenborg pour remplir une tradition, passant une journée avec les Valkyries en tant que vainqueur de la Coupe Royale. Bien que le protagoniste se plaigne, il finit par accepter.
Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Léa, capitaine du 3e escadron de l'armée démoniaque, arrive en retard à une réunion avec d'autres commandants. Tout le monde exprime son mécontentement face à son retard. La réunion se concentre sur Lucia, la fille du roi démon, qui propose une alliance avec les humains du royaume de Wimberg. Son assistante, Krez, s'oppose à cette idée, rappelant l'histoire de l'oppression des démons par les humains et citant une prophétie qui met en garde contre la coexistence. Léa intervient, mentionnant qu'un humain a vaincu le dieu dragon noir dans un combat loyal, choquant tous les présents. Plus tard, Léa réalise un rituel pour invoquer l'esprit du dieu dragon noir, qui confirme qu'il a été vaincu honorablement et conseille de ne pas chercher à se venger. Pour sa part, Lucia réaffirme que la coexistence avec les humains est essentielle pour garantir la paix. Bien que Krez essaye de déstabiliser la situation, les capitaines jurent fidélité à Lucia. Furieuse, Krez jure de saboter les plans dans l'ombre. De retour avec le protagoniste, Claudia et Lorna le guident à travers le château. Ils arrivent juste à temps pour assister à l'entraînement des Valkyries. Dirigée par leur capitaine, Louise Boots, Louise démontre une incroyable habileté, battant facilement ses camarades en combat. Impressionné, le protagoniste attire l'attention de Louise et elle le défie à un duel d'entraînement. Bien qu'il essaie de décliner, Louise l'ignore et commence le combat. Lors du duel, le protagoniste surprend tout le monde en activant une nouvelle compétence, le réflexe défensif, qui améliore son 6e sens. Grâce à cette capacité, il parvient à esquiver la dernière attaque de Louise et désarme son épée d'un coup de pied. Ébahi, les Valkyries exigent une explication, mais le protagoniste, tout aussi perplexe, déclare simplement qu'il ne sait pas comment il a fait. L'admirant, Louise s'agenouille et l'appelle maître, le remerciant de l'avoir aidé à surmonter sa solitude, ayant toujours été rejeté en raison de sa force supérieure. Claudia, excitée, explique que personne n'avait jamais vaincu Louise auparavant, même pas avec de la magie. En pleurant, les Valkyries remercient le protagoniste de leur avoir donné de l'espoir. Bien qu'il insiste sur le fait qu'il n'a pas grand-chose à leur enseigner, il accepte de les aider dans leur entraînement. Ce faisant, il débloque une nouvelle compétence, l'enseignement. Soudain, une servante fait irruption, les informant que le roi a été attaqué. Louise demande au protagoniste de se retirer pour sa sécurité, mais il insiste pour aider. Claudia le convainc d'utiliser sa compétence de vision du monde pour identifier le coupable. Découvrant que l'attaquant est un enfant assassin, Hiragi utilise sa capacité d'évaluation pour analyser le capitaine, l'affrontant. Il découvre qu'il s'agit en réalité d'une simple fille de 8 ans et de surcroît d'une esclave. La fille s'approche de lui avec hostilité, lançant des couteaux en forme de kunai, mais le protagoniste les arrête avec sa capacité de réflexe défensif. Malgré ses attaques, il les contre facilement et renvoie même les couteaux, la piégeant accidentellement. Surpris par la situation, il décide de l'assommer pour éviter une confrontation supplémentaire puis de l'interroger. Peu après, les Valkyries arrivent et sont choquées de découvrir que la petite fille est une assassin. Le capitaine confie à Lorna, l'interrogatrice la plus talentueuse du royaume, la tâche d'extraire des informations de la fille. Pendant ce temps, Seiichi se renseigne sur l'état du roi et apprend qu'il est sous un sort qui le maintient dans un sommeil éternel. Intrigué par cette situation, le protagoniste propose son aide et conduit à voir le roi. À son arrivée, il rencontre Ranz, l'homme blond qu'il a croisé précédemment au café. En observant les blessures du monarque, le protagoniste décide d'utiliser sa capacité de création magique. Après plusieurs tentatives pour se concentrer et penser de manière non conventionnelle, il parvient à manifester une nouvelle magie appelée Get Better, qui transforme la malédiction en bénédiction de santé éternelle. Le roi se réveille, reconnaissant pour le miracle, et propose d'exaucer n'importe quel vœu du protagoniste. Au départ modeste, il finit par demander à s'entraîner avec les Valkyries pour améliorer ses compétences. Pendant ce temps, à l'Académie de magie de Balador, les anciens compagnons de Hiragi se retrouvent isolés et Karen et Shuda, avec leurs alliés, sont harcelés par d'autres étudiants soutenus par le sorcier Rubin. Bien qu'ils essaient de rester à l'écart des ennuis, la menace d'un conflit plane et leur position au sein de l'Académie semble être la cible de conspirations. De retour dans leur royaume, le protagoniste et le roi Ranz partagent une conversation détendue dans une source chaude où le monarque révèle son rêve de construire des bains publics accessibles à toutes les races, promouvant la paix et l'unité entre les humains, les démons et les bêtes. Cet idéalisme inspire le protagoniste qui commence à croire en la possibilité d'un avenir sans guerre. Pendant ce temps, les Valkyries profitent également d'un bain, discutant des événements récents et évaluant la situation avec le jeune assassin. Ailleurs dans le royaume, le roi Kaiser discute des plans en cours avec ses alliés. Ruben et Zakia mentionnent que les héros de l'Académie portent des bracelets de soumission pour prévenir toute rébellion. Cependant, Zakia exprime sa méfiance, ardent qu'ils pourraient se retourner contre le royaume s'ils ne sont pas correctement contrôlés. Au milieu de cette discussion tendue, une attaque à la flèche perturbe leur réunion. Zakia détruit sans effort la menace et se met immédiatement en quête du coupable. Pendant ce temps, le protagoniste retrouve ses compagnons Artoria, Seria et Luluna qu'il avait cherchés. Artoria, jalouse des Valkyries, tente de lui faire face, mais finit par se calmer lorsque Louis, le capitaine,
se présente formellement au groupe. Seria se déclare comme l'épouse du protagoniste, Artoria se proclame sa petite amie, et Luluna s'annonce comme sa servante, laissant Louis surpris et renforçant leur lien. Enfin, Lorna poursuit son interrogatoire du jeune assassin, employant des méthodes particulières pour extraire des informations. Ainsi commence un nouveau chapitre de l'histoire marqué par des révélations sur le sombre passé de la fille et les tensions politiques, sociales et politiques croissantes au sein du royaume. Seiichi et Louis interviennent pour interroger directement l'assassin capturé. Au cours de l'interrogatoire, elle révèle qu'elle ne peut pas divulguer qui lui a ordonné d'assassiner le roi, car le collier qu'elle porte l'oblige au silence et la punit si elle tente de désobéir. Lorsqu'il tente de retirer le collier, celui-ci réagit par une punition automatique. Pendant ce temps, le roi Kaiser apprend l'échec de l'assassin et ordonne à son subordonné Ruben d'utiliser le collier pour se faire détruire. Ruben exécute immédiatement le commandement. En parallèle, Zachier réfléchit à sa lutte pour le royaume tout en brandissant son épée. Plus tard, il retrouve la personne responsable de l'attaque contre le roi et la trouve, un homme nommé Shin. Shin avoue son implication, justifiant ses actions comme une vengeance pour la mort de sa bien-aimée Naturiana, un démon pacifique qui a été tué injustement par des humains. Il accuse Zakia d'être une marionnette du roi, mais Zakia nie cette accusation. Déclarant son indépendance, les deux s'engagent dans un bref combat, mais après avoir lancé une pluie de flèches en attaque, Shin s'échappe, laissant Zakia profondément troublé par le mot « marionnette » qui semble avoir résonné en lui. De retour avec le protagoniste, Seiichi utilise sa magie de création pour étudier le collier de l'assassin. Une vision du président Lincoln l'inspire à développer une nouvelle capacité, la magie de libération. Avec ce nouveau pouvoir, il réussit à briser le sort du collier, libérant l'assassin. La jeune assassin, se sentant libre pour la première fois, se présente sous le nom d'Origa Kamiria et raconte son passé tragique. Elle était prisonnière du royaume de Kaiser, séparée de sa mère et soumise à la torture dans des installations spéciales. Entraînée dès son jeune âge pour devenir assassin grâce à l'utilisation du collier, elle a été forcée de commettre d'innombrables crimes. Remplie de culpabilité, elle explique que ses mains sont tachées de sang. Ému par son histoire, Seiichi prend sa main et la réconforte, lui assurant qu'elle peut recommencer à zéro. Il lui propose même le rôle de petite sœur et promet de la protéger. Seri et Artoria soutiennent la décision de Seiichi, tandis qu'Origa, encore hésitante, avertit qu'elle sera désormais chassée comme une traîtresse. Cependant, le groupe insiste pour la protéger et Louis approuve également la décision, mentionnant même que le roi Ranzé avait exprimé le désir de la protéger. Finalement, Origa accepte de rejoindre le groupe. Dans une autre scène, Ruben parle à travers une sphère magique avec Kratz, un serviteur de la Reine Démon. Kratz l'informe des changements dans leur plan en raison de la décision de Luya de former une alliance avec le royaume de Winburg. Kratz réveille une armée de démons prête à agir, et les deux conviennent de poursuivre leur plan une fois que tout sera en place. De retour avec Seiichi, on le voit s'entraîner avec Florio pour contrôler sa magie, et il reçoit des éloges pour ses progrès. Pendant ce temps, Seria et Artoria se poussent également dans leur propre entraînement. Louis interrompt Iaragi avec une mission, escortant le roi Ranzé, car des rapports du paladin sombre indiquent la présence d'activités de monstres dans la région. Louis explique qu'elle doit partir pour le champ de bataille avec les Valkyries, confiant le royaume et le roi au protagoniste en son absence. Enfin, Louis part avec son armée, laissant Seiichi aux commandes. Le lendemain, Iaragi continue de perfectionner son contrôle sur la magie sous la direction de Florio. Ses progrès sont remarquables, et ce faisant, il débloque une nouvelle capacité appelée Inferno de la douleur infinie. Intrigué mais accablé par le pouvoir de cette capacité, il sent qu'il ne maîtrisera peut-être jamais pleinement ses dons magiques. Frustré, il s'effondre au sol en larmes. À ce moment-là, Justel et Aerys arrivent, revenant d'une visite chez le roi. Ils amènent avec eux le sorcier sacré connu sous le nom de Leon Berger, dont la présence impressionne Florio. Curieusement, le protagoniste se présente et demande qui est Berger. Florio explique que l'ancien est l'un des mages les plus puissants et polyvalents du royaume, capable de maîtriser tous les éléments. Peu après, le groupe rencontre le roi Ranz, Gazelle, Aerys et Berger. Au cours de la conversation, le sorcier mentionne l'Académie de magie Balbador. Éveillant l'intérêt du protagoniste, Florio révèle que Berger est le directeur de cette prestigieuse institution. Pendant ce temps, à un autre endroit, Kanazuki s'entraîne intensément à l'escrime, démontrant une compétence remarquable devant ses pairs qui ne peuvent s'empêcher de l'admirer. Cependant, Kanazuki quitte la zone d'entraînement visiblement inquiet en raison des rumeurs qui circulent au sein de l'école. De retour avec le protagoniste, le roi Ranz, Berger et Florio discutent des héros convoqués d'autres mondes, exprimant des inquiétudes quant aux problèmes potentiels qu'ils pourraient causer. Comme à l'académie, leur réunion est interrompue par un garde annonçant qu'une armée de 5000 monstres de Rambos s'approche pour attaquer la capitale. Le roi est stupéfait par l'ampleur de la menace, mais Berger tente de le calmer, lui rappelant que la capitale est protégée par les Valkyries. Cependant, Ranz l'informe qu'elles sont actuellement absentes, combattant dans une autre bataille.
Pendant ce temps, à la frontière, Louis et le Paladin Noir affrontent vaillamment l'armée monstrueuse, bien qu'ils soient conscients qu'une vague encore plus grande se dirige vers la capitale. Ailleurs, Kraz observe de près, riant malicieusement alors qu'il confirme que Louis et le Paladin Noir sont retenus à la frontière, laissant Elbert sans défense. Cela en fait une cible facile pour son armée. Cependant, Kraz remarque qu'il y a encore des individus qui pourraient interférer avec ses plans, identifiant notamment le protagoniste comme l'un d'eux. De retour sur les murs de la ville, Iragi, le roi Ranz, Berger et les défenseurs se préparent à la bataille imminente. L'armée ennemie est massive, mais les héros de la ville sont prêts à se battre. Elias, le chef de la guilde, mène l'assaut initial avec ses compagnons, abattant d'innombrables monstres. Seria, Artoria, Auriga et Luluna se joignent également à la mêlée, montrant leur courage et leurs compétences exceptionnelles. Pendant ce temps, Berger utilise sa vaste magie pour décimer un grand nombre d'ennemis. Mais juste au moment où il semble qu'ils prennent du terrain, un messager arrive avec de mauvaises nouvelles. Une autre armée, 2 fois plus nombreuse et composée de monstres de rang grand boss, avance depuis la forêt. Iragi regarde l'horizon, réalisant que la véritable bataille pour le royaume ne fait que commencer. Iragi, accablé par le nombre et la force croissante des monstres, cherche désespérément une solution. À ce moment-là, il a l'idée de créer un sort ultime qui pourrait inverser le cours de la bataille. Intrigué, Barnabas lui demande ce qu'il prévoit de faire. Seiichi imagine le sort, le lance et le nomme Hud Gem. Au départ, il se sent embarrassé car il semble avoir échoué. Cependant, bientôt une statue magique apparaît derrière lui, émettant des éclairs qui anéantissent les monstres. L'un de ces éclairs frappe Gustel et Harris, confirmant l'efficacité du sort. Seiichi explique que les éclairs ne frappent que ceux qu'il considère nuisibles, s'excusant pour tout dommage collatéral. Avec les monstres vaincus et le royaume en sécurité, la scène se déplace vers Kraz, qui regarde avec étonnement son armée être anéantie en un clin d'œil par le sort du protagoniste. Pendant ce temps, dans le royaume, le roi Ranz loue le protagoniste pour son exploit incroyable. La célébration est interrompue lorsque Irigai monte soudainement de niveau plusieurs fois de suite. Inquiet de son évolution constante, il craint de perdre son humanité, mais est rapidement rassuré par son groupe qui se rassemble pour prendre de ses nouvelles. Auriga lui demande de lui caresser la tête et Barn fait de même avec la même demande, mais le protagoniste refuse, trouvant cela plutôt étrange et maladroit. Barn lui propose alors un poste de professeur à la prestigieuse académie de magie de Balador. Plus tard, le groupe du protagoniste discute de l'offre avec Barn. Il explique qu'il a été impressionné par la magie unique du protagoniste et croit qu'il ferait un excellent enseignant tant en magie qu'en escrime. Bien qu'hésitant au départ, le protagoniste finit par accepter, après que Barn lui ait assuré que ses compagnons pouvaient le rejoindre et occuper des rôles importants. Sereia en tant qu'étudiante, Artoria et Lulune en tant que professeur et Auriga comme son assistante. Avant de partir pour l'académie, le groupe profite de quelques jours paisibles dans la ville. Le protagoniste organise des sorties individuelles avec chacun de ses compagnons, en commençant par Seria. Lors de leur sortie, Seria décide d'emmener Auriga avec elle, et ensemble, ils se promènent dans la ville, discutent et renforcent leurs liens. Dans un moment intime, le protagoniste remercie Seria pour tout ce qu'elle a fait pour lui et lui avoue combien il l'aime, ce qui fait pleurer Seria de joie. En profitant de la ville, il remarque un énorme ballon avec un écran annonçant le début d'un concours de peinture. Le présentateur accueille les participants et présente le jury, dirigé par le duc Berger. Parmi les concurrentes se trouve Mae, qui présente un dessin du protagoniste exprimant sa gratitude pour l'avoir inspiré à participer. Art Mae remporte la première place et après avoir reçu une offre pour rejoindre une prestigieuse académie d'art, fait ses adieux au protagoniste promettant de le peindre comme son premier modèle une fois ses études terminées. Pendant ce temps, les Valkyries arrivent en ville et Louis, l'un de leurs membres, fait ses adieux au protagoniste sachant qu'il partira bientôt pour l'académie de magie de Balador. Dans une autre scène, nous voyons Kraz être tourmenté par Lester qui reçoit des ordres du roi démon Kraz pour semer le chaos et la destruction dans le but de sa propre résurrection. Lester propose une attaque contre l'académie de Balador, un endroit rempli de nobles et d'enfants de ducs, ce que Kraz considère comme un plan brillant pour semer le désespoir. De retour avec le protagoniste, lui et son groupe font leurs adieux à leurs amis dans la ville, prêts à se diriger vers l'académie de magie de Balador avec Barn, marquant le début d'un nouveau chapitre de leur aventure. Soudain, une bataille inattendue éclate où Seiichi se retrouve face à un jeune albinos maniant un pouvoir écrasant. Ce combat se transforme rapidement dans un spectacle déséquilibré, Seiichi peinant à se défendre. L'albinos esquive joyeusement ses attaques, contre-attaquant avec aisance, montrant sa nette supériorité. À un moment critique, l'albinos esquive une attaque de Seiichi et l'achève avec un coup puissant qui semble mortel. Cependant, Seri intervient, se transformant en sa forme de gorille et parvient à sauver Iragadogi à la dernière seconde, frappant l'albinos avec une pluie d'attaques. Malgré les efforts de Seri, ses coups ne parviennent pas à infliger de dégâts.
L'albinos, imperturbable, riposte avec un seul coup de poing qui transperce l'abdomen de Seri, la laissant gravement blessée au sol. Seiichi, horrifié, crie son nom en se précipitant à ses côtés pour découvrir que tout cela n'était qu'un rêve. En se réveillant, il se retrouve de nouveau dans la voiture avec ses compagnons, poursuivant leur voyage vers l'Académie de magie. Après un long trajet, le groupe arrive enfin à l'Académie de magie de Balador. Ils sont tous émerveillés par l'immensité des lieux, surtout lorsque Barnabas, le directeur, les conduit à l'intérieur. Au sein de l'académie, ils découvrent qu'il ne s'agit pas seulement d'un endroit pour apprendre la magie, mais d'une véritable ville remplie de magasins et d'activités. Lors de la visite, certains membres du groupe se laissent distraire, au grand désarroi d'Artoria qui essaye de maintenir l'ordre. Pendant ce temps, ailleurs dans l'académie, les anciens camarades de classe du protagoniste, qui ont été convoqués en tant que héros, font face à un fort rejet de la part des étudiants locaux. L'un d'eux, Kananzuki, ressent la présence de quelqu'un de familier et déduit qu'il s'agit de Seiichi. Dans le bureau du directeur, Barnabas explique l'importance de l'académie, un lieu où des nobles et des royaux de diverses nations, ainsi que des étudiants d'un autre monde, choisis comme candidats héros par l'Empire Kaiser, se rassemblent. Il mentionne que ces étudiants sont constamment ostracisés et qu'en raison de leur potentiel, l'académie ne peut pas intervenir dans les conflits de peur de répercussions politiques. Le directeur âgé révèle que Seiichi a été amené pour agir en tant que médiateur et sauveur, chargé d'éduquer et de guider les étudiants. Barnabas attribue des rôles spécifiques aux membres du groupe. Saria et Lulune deviendront des étudiantes. Artoria servira de professeur dans le département d'aventure et Auriga sera l'assistante de Seiichi. Bien que Seiichi doute de sa capacité à répondre à ses attentes, il promet de faire de son mieux. Lorsque Seiichi se dirige vers sa nouvelle classe, la classe F, il est accueilli par Béatrice, une assistante pédagogique chargée de le soutenir. Elle explique que la classe est composée d'élèves considérés comme problématiques, bien qu'elle croit en leur potentiel. En arrivant dans la salle de classe, Seiichi est accueilli par une farce. Un seau tombe sur sa tête au lieu de l'effaceur habituel. Néanmoins, il persévère, déterminé à se présenter. À l'intérieur, Seiichi est surpris de ne trouver que 4 élèves. Un jeune homme avec une bâtette, une fille blonde, un albinos passionné de lecture et un garçon portant un casque d'ours. La dynamique promet d'être un défi pour Seiichi, qui fait face à une tâche redoutable en tant que professeur. Pendant ce temps, dans une forêt sombre, la voix d'un être mystérieux nommé Ruben révèle un plan pour ressusciter le dieu sombre à travers le désespoir humain. Kraz, son fidèle suiveur, complote pour infiltrer l'académie, dans le cadre de cet objectif. Cependant, ces deux émissaires prennent les devants, assurant qu'ils résoudront tout rapidement, ne laissant aucun doute que le véritable conflit est sur le point de commencer. Béatrice arrive juste à temps alors que Seiichi est harcelé par un élève au look d'Elvis Presley, qui le défie agressivement. Béatrice interrompt la scène par sa présence imposante, frappant l'élève sur la tête avec un livre, pendant qu'Agnos essaye d'expliquer. Pour se justifier, Béatrice informe Ihiragi qu'il sera le nouveau tuteur de la classe F, laissant Agnos sous le choc. Cependant, lorsque Agnos essaye de défier Ihiragi à nouveau, Béatrice le frappe encore une fois, cette fois-ci le renvoyant directement à son siège. Dans la salle de classe, Béatrice présente officiellement Seiichi Ihiragi comme le tuteur de la classe F et Auriga comme son assistant. Elle annonce également que Seria rejoindra le groupe, excitant Agnos qui tente immédiatement de l'inviter à prendre un café. Béatrice invite ensuite les élèves à se présenter. Passion, surnommé la cuiffe enflammée de l'enfer, est le premier, suivi de Brude, le prince de l'Empire Kaiser. Lorsque Agnos essaye de provoquer Brude, Béatrice intervient, lançant son livre et empêchant toute confrontation. Ensuite, il y a Hélène Rosa, connue sous le nom de Jumelle Écarlate, et Berthe Lutra, qui communiquent de manière intrigante par signe au lieu de parler. Pendant ce temps, Kanazuki suit la descente de notre protagoniste, espérant se réunir avec lui. Sur son chemin, elle heurte accidentellement Iris Seito, la présidente du conseil des élèves, qui, après avoir entendu son explication, déduit qu'elle est à la recherche de Seiichi et décide de se joindre à la quête. De retour dans la salle de classe, Béatrice distribue un examen aux élèves, mais Seria, submergée par l'excitation, se transforme en gorille. Seiichi et Auriga l'accompagnent hors de la pièce pour lui rappeler de garder sa transformation sous contrôle devant les autres. Une fois que tout est revenu à la normale, Béatrice suggère à Ihiragi d'organiser un cours spécial pour évaluer les capacités des élèves, une proposition qu'il accepte. Cependant, les élèves réagissent de manière intimidante en entendant cela. Plus tard, Hélène et Brude discutent du mystère entourant Ihiragi. Seria révèle qu'elle est sa femme, laissant tout le monde stupéfait. Lorsqu'on lui demande si le protagoniste est fort, Seria affirme avec confiance qu'il l'est, provoquant un silence curieux de la part d'Hélène avant qu'elle ne se retire. Dans le bureau du directeur, Béatrice informe Seiichi que la classe F est connue sous le nom de « troupe des échecs », bien qu'ils aient un problème significatif que les autres ignorent. Peu après, un groupe d'élèves dirigé par le frère aîné de Brude arrive pour intimider la classe F. Théo, arrogant et dominateur, exige que tout le monde s'agenouille devant lui, se proclamant futur empereur.
Lorsqu'il tourne son attention vers Seria et déclare qu'elle sera sa future femme, elle le rejette brutalement, affirmant qu'elle aime Seiichi. Humilié, Théo décide de partir, mais pas avant de lancer un défi pour les prochaines batailles de classe. Enfin, le cours spécial commence et Hiiragi ordonne aux élèves de ne pas utiliser de magie pendant les combats. Agnos se porte volontaire pour l'affronter en premier, mais Hélène l'intimide pour qu'il renonce à sa place. Hélène attaque Seiichi avec des dagues, mais il esquive et bloque sans effort, se demandant pourquoi elle l'attaque si intensément. Pendant ce temps, des émissaires du roi des ténèbres s'approchent de l'académie de magie avec des intentions sinistres, pariant entre eux sur qui tuera le plus d'élèves au nom de leur maître. Pendant ce temps, la bataille entre Seiichi et Hélène atteint un point critique. Hélène attaque sans relâche, libérant sa compétence spéciale, dague de la morsure secrète. Cependant, Hiiragi esquive ses mouvements avec aisance et dans une manœuvre rapide, l'envoie voler dans les airs. Lorsqu'il la rattrape, il touche accidentellement l'un de ses seins, ce qui pousse Hélène à lui asséner un coup de poing qui le laisse étendu au sol. Ce moment comique cède la place à Hanyo, qui intervient pour affronter Seiichi, mais le prince brut propose un combat à 3 contre 1, ce que le protagoniste accepte volontiers. Bien qu'Hanyo hésite au départ, Brud le persuade et avec Baird, ils élaborent une stratégie. La bataille commence avec Hanyo attaquant avec sa batte, mais Hiiragi évite sans effort. Baird profite de la distraction pour frapper par derrière, mais Seiichi l'arrête encore une fois. Au milieu du chaos, Brett tente une attaque à l'épée, mais Hiiragi la bloque avec sa bouche, laissant tout le monde stupéfait. Il bondit ensuite vers le haut et redescend avec une gifle puissante, créant un impact si fort qu'il secoue toute l'académie, vainquant les 3 étudiants. Seri et Origa félicitent Seiichi, tandis qu'Hanyo pleure de frustration. Croyant que son incapacité à utiliser la magie les rend faibles et méprisés par les autres, Hiiragi utilise son pouvoir de vision du monde et détecte une anomalie. Ses étudiants sont enchaînés, les empêchant d'utiliser la magie. En réfléchissant à son propre passé d'être méprisé dans sa vie précédente, il empathise avec leur situation. Déterminé à les aider, il commence à méditer et les guide pour prononcer le mot « libération ». Cela active une capacité spéciale initialement déroutante, mais qui finit par briser leur chaîne magique. Libérés de leurs contraintes, les étudiants découvrent la magie pour la première fois. Rudd Decided découvre la magie de l'eau. Baird trouve son affinité avec la magie de la terre. Et Agnos, maniant la magie du feu, met accidentellement le feu à ses propres cheveux, provoquant des rires autour de lui. Les étudiantes expriment leur gratitude à Seiichi de leur avoir donné une nouvelle chance et jurent de donner le meilleur d'eux-mêmes, en avant. Pendant ce temps, Kanazuki suit la trace de Hiiragi, découvrant que le parfum persiste également sur Artoria, la laissant trublée. Lulune, quant à elle, profite paisiblement d'un repas lorsque Kanazuki l'interrompt et détecte l'odeur de Seiichi dans son dos. Pendant ce temps, Hiiragi se détend à la cafétéria avec Seria, Origa et Béatrice, décidant quoi manger. L'atmosphère devient tendue lorsque Artoria et Lulune arrivent et que Kanazuki, toujours à la recherche de la trace de Hiiragi, apparaît de manière inattendue. Reconnaissant son vieil ami, Hiiragi l'appelle, ce qui pousse Kanazuki à l'enlacer devant les autres filles, attisant la jalousie d'Artoria. En même temps, des émissaires du Roi Noir atteignent enfin l'entrée de l'académie qui est protégée par une barrière magique. Angréel tente de la briser mais la trouve incroyablement résistante. En utilisant un sort, il contrôle les gardes et les contraigne à ouvrir les portes, s'infiltrant avec succès dans l'académie. De retour auprès de Seiichi, Kanazuki l'enlace tandis que tous les étudiants de la cafétéria regardent. Kanazuki, ravi, remarque que même si le protagoniste a l'air différent, elle est heureuse de le revoir. La scène est interrompue lorsque Artoria arrive, exigeant une explication. Alors que Seiichi essaie d'expliquer, Artoria le frappe. Béatrix intervient pour désamorcer la situation, calmant les deux parties. Béatrice gronde Artoria, donnant à Kanazuki et Seiichi l'occasion de parler. Kanazuki exprime sa joie de leur retrouvaille et s'approche, semblant vouloir l'embrasser. Cependant, elle surprend Seiichi en le reniflant, commentant sur son odeur de femme, l'impressionnant avec son sens de l'odorat aiguisé. Elle désigne ensuite le groupe de filles accompagnant Seiichi, demandant pourquoi ils sont comme elle. Cela déclenche une compétition à la manière de Dragon Ball parmi les filles pour déterminer qui est la plus importante pour lui. Kanazuki se déclare son amie d'enfance. Artoria affirme qu'elle est sa petite amie. Lulune se présente comme sa servante, et Origa dit qu'elle est comme une petite sœur. Les tensions montent lorsque Seria apparaît, lançant une explosion d'énergie et se proclamant épouse de Seiichi, éliminant Kanazuki de la course. Hiiragi porte Kanazuki dans ses bras jusqu'à l'infirmerie, la rendant ravie. Plus tard, tout le monde se rassemble autour d'une table où Seri demande directement à Kanazuki si elle a des sentiments romantiques pour Seiichi. Gêné, Kanazuki le nie, insistant sur le fait qu'ils ne sont que des amis d'enfance. Pendant ce temps, les autres filles commencent à énumérer ce qu'elles aiment chez Seiichi. Seria adore son sourire, Artoria son héroïsme, Lulune ses chignons solides et Origa ses caresses sur la tête. Cela trouble Seiichi, qui leur demande d'arrêter.
Kanazuki prend alors la parole, racontant comment Seiichi l'a soulevé dans le passé, la défendant même si cela a entraîné des brimades à son encontre. Hiragi révèle au groupe qu'il est lui-même et Kanazuki viennent d'un autre monde, montrant son apparence réelle et impressionnant les filles. Elle lui assure que son apparence n'a pas d'importance, soulignant comment il les a acceptées malgré leurs différences. Seiichi, touché par leurs mots, les remercie pour leur soutien et retrouve sa forme actuelle. Kanazuki met en garde Seiichi en lui disant qu'il ne devrait pas s'impliquer avec elle, expliquant comment son groupe est accablé de problèmes depuis qu'ils ont été convoqués en tant que héros pour l'Empire Kaiser. Elle craint de le replonger dans un monde de violence. Alors qu'il parle, Origa remarque un bracelet au poignet de Kanazuki qui la trouble. Seiichi utilise l'une de ses capacités pour l'analyser et découvre qu'il s'agit d'un artefact conçu pour améliorer les statistiques, mais aussi pour contrôler son porteur. Cette révélation déclenche la colère de Hiragi, qui jure de se venger de l'Empire Kaiser. Une entité sombre tente d'exploiter sa colère, libérant une vague de pouvoir noir ressentie à travers tous les royaumes. Cette vague détruit les bracelets portés par les compagnons de Kanazuki, les rendant inconscients. Plus tard, Seiji retrouve son calme grâce à Seriya et explique la véritable nature du bracelet à Kanazuki. Barnabas arrive pour confirmer que l'Empire Kaiser utilise ces bracelets pour manipuler les héros convoqués et contrôler le destin de royaumes entiers. Alarmé, Kanazuki s'inquiète pour ses compagnons, mais Seiichi la rassure, promettant de protéger tout le monde quoi qu'il arrive. Ému par sa détermination, Kanazuki demande à rejoindre le groupe en tant que grande sœur. Bien que Seiichi rejette d'abord l'idée d'un tel rôle, il finit par accepter qu'elle se joigne à eux. Dans un changement de scène, des émissaires sont vus en train de discuter autour d'un café, évoquant la mystérieuse vague d'énergie qu'ils ont ressentie, notant sa ressemblance avec le pouvoir du roi noir, qui semble être sur le point de renaître. Ruben arrive pour les informer que les bracelets de mission ont été détruits, les incitant à exécuter leur prochain plan. Pendant ce temps, le ciel devient rouge et un œil omineux, rappelant l'entité qui a essayé de contrôler Seiichi, apparaît. Le lendemain, la classe de Hiragi débordait d'enthousiasme pour apprendre la magie et devenir plus forte. Poussés par leur désir de surpasser ceux qui les avaient moqués, Bru demande aux protagonistes de les entraîner. Après le cours, le reste des camarades de classe rejoint la demande, et voyant leur détermination, Hiragi accepte. Ils se dirigent vers le champ de bataille de l'académie pour s'entraîner. Pendant l'entraînement, Berdlutra piège le protagoniste avec un sort de roche, tandis qu'Elena, Bru et Agnos lancent leurs propres attaques. Cependant, quelque chose de particulier se produit. Seiichi n'est pas en mesure d'utiliser sa magie comme d'habitude et doit se protéger des attaques de ses élèves. Bien qu'inquiet, il choisit de ne pas les alarmer et loua plutôt leur progrès. À ce moment-là, Théo apparut, insultant le protagoniste et ses élèves, les qualifiant d'échecs avec arrogance. Théo déclara qu'il les ferait plier devant lui lors de la prochaine compétition. Ces paroles enflammèrent Elena, qui dégaina ses dagues. Mais Théo se moqua davantage d'elle, faisant des commentaires désobligeants sur le petit pays dont elle était originaire. Bruce intervint pour calmer sa sœur, tandis que Théo défiait le protagoniste. Rude défendit son professeur, jurant qu'il réglerait les choses lors de la prochaine compétition interclasse. Cela motiva encore plus les élèves, qui continuèrent à s'entraîner sous la direction du protagoniste. Le temps passa et la veille de la compétition arriva. Pendant que les garçons se détendaient dans les sources chaudes, ils spéculaient sur le visage caché de Bard derrière son masque. Pendant ce temps, les filles s'adonnaient à leurs propres activités de groupe. Le lendemain, des émissaires furent aperçus à perdre du temps à faire du shopping pour des vêtements, lorsqu'un mystérieux garçon albinos que Seiichi avait vu dans ses rêves apparut. L'albinos les menaça, exigeant qu'ils accomplissent leur tâche. Intimidés, ils promirent de se conformer et le garçon disparut. De retour à l'académie, la compétition interclasse commença. Le premier match opposait la classe S, dirigée par Théo, à la classe F, dirigée par le protagoniste. Avant que la bataille ne commence, Bru et Théo étaient prêts à s'affronter. Mais ils furent interrompus lorsque Berger fut piégé par des anneaux magiques qui l'immobilisèrent. À la grande surprise de tous, les émissaires se révélèrent être des apôtres de l'ordre du dieu sombre. Le ciel devint rouge et un œil géant apparut au-dessus d'eux. Ingria déclara que tous les étudiants seraient sacrifiés au dieu sombre. L'un des émissaires lança un puissant sort qui piégea tous les étudiants, renvoyant leurs attaques et en tuant plusieurs. Béatrice tenta de calmer la situation, mais ses efforts furent vains. Théo essaya de confronter Ingria, mais elle le contrôla avec un sort, le forçant à attaquer ses propres camarades. Bru intervint pour sauver son frère, mais Théo rejeta son aide. Voyant les circonstances désespérées, les camarades de Bru proposèrent une trêve avec Théo et Alina pour affronter Ingria ensemble. Cependant, Ingria s'avéra beaucoup trop puissante, les envoyant tous voler avec un sort noir. Théo parvint à blesser Ingria en lui volant son arme, et avec l'aide des autres, ils brisèrent partiellement son masque, révélant un visage partiellement brûlé. Enragé, Ingria libéra un puissant sort qui laissa tout le monde gravement blessé. Pendant ce temps, Seiichi restait coincé dans le bain, souffrant de diarrhée causée par la cuisine de Lulune. Ingria s'approcha d'Elena, menaçant de ruiner son visage, mais elle fut arrêtée par Béatrice, qui arriva pour protéger les étudiants. Béatrice a confronté Ingria, qui s'est moquée d'elle en l'appelant « vieille femme ».
Pendant leur combat, Ingria a utilisé un sort pour contrôler Agnos, le forçant à attaquer son professeur. Béatrice esquive habilement les attaques d'Agnos alors que son manipulateur lui ordonne de la détruire. Cependant, Agnos surprend son maître en confessant qu'il a appris la magie grâce à Seiichi et non à elle. Ce commentaire blesse profondément Béatrice. Les autres élèves essayent d'arrêter Agnos mais échouent. Dans un moment de distraction, Béatrice parvient à frapper Agnos à la tête avec son livre, l'aidant à retrouver partiellement le contrôle de son corps. Cela met Ingriel en colère qui intensifie son assaut, bien que Béatrice se défende aisément. En utilisant son livre, elle invoque un puissant sort qui défait Ingriel de manière décisive. Lorsque Agnos se réveille, il s'excuse auprès de Béatrice pour ses actions, mais elle le frappe doucement et lui rappelle de ne pas s'endormir en classe. Les élèves de la classe F remercient leur professeur pour tout ce qu'elle leur a appris. À ce moment-là, un autre émissaire apparaît, affirmant que s'ils veulent célébrer, ils doivent d'abord le vaincre. Béatrice et son fils se guerrent. Les élèves l'ignorent et tentent de partir, ce qui met l'émissaire en colère. Il prend le directeur Barnabas en otage et commence à le torturer jusqu'à ce que Béatrice le frappe, le forçant à libérer le directeur. Le compagnon de l'émissaire, blessé mais pas vaincu, essaie de se relever et lui demande du pouvoir. Cependant, il la rejette froidement. En riant, il révèle qu'elle n'a jamais été une apôtre du Seigneur des Ténèbres, expliquant que de véritables apôtres portent une marque contenant un fragment de son pouvoir. Humilié et désespéré, le compagnon de l'émissaire est absorbé par le gigantesque œil dans le ciel, l'éloignant du champ de bataille. L'émissaire défie Béatrice de continuer sa leçon spéciale. Elle accepte et une bataille féroce commence. Béatrice commence par attaquer avec des coups de vent, que l'émissaire dévie facilement. Il riposte avec un coup puissant, envoyant Béatrice voler. Ses élèves tentent d'intervenir, mais Béatrice leur ordonne de rester en arrière. Enlevant sa veste et mettant des lunettes, Béatrice se renforce et lance un sort puissant qui parvient à l'effleurer. Amusé, il la frappe à plusieurs reprises, la renvoyant à nouveau dans les airs. Les élèves, voyant leur professeur en danger, attaquent l'émissaire avec de la magie, mais leurs efforts sont vains. L'émissaire dévie leur sort et riposte, mettant leur vie en danger. Désespérée, Béatrice intervient pour les protéger, faisant clairement comprendre qu'elle les protégera à tout prix, même si cela signifie se sacrifier. Avec moquerie, l'émissaire lui demande pourquoi elle tient tant à ses élèves. Béatrice répond fermement que c'est son devoir en tant qu'enseignante de les éduquer et de prendre soin d'eux, peu importe le coût. Juste au moment où l'émissaire se prépare à lancer une attaque finale pour détruire Béatrice, le protagoniste apparaît à la dernière minute, la sauvant. Les élèves acclament son arrivée alors que l'émissaire l'attaque avec un sort chargé. Le protagoniste esquive avec des mouvements instantanés, laissant l'ennemi stupéfait. Il ordonne à Seria et Auriga de s'occuper de Béatrice et des élèves pendant qu'il fait face à l'ennemi. Le regard intimidant du protagoniste remplit l'émissaire de peur alors qu'il libère un sort de faisceau de foudre. Cependant, le protagoniste enragé évite toutes les attaques. Ses yeux deviennent rouges avec des pupilles jaunes, le transformant en une figure démoniaque. Enfin, il frappe l'ennemi avec une telle force qu'il l'envoie voler dans le gigantesque œil dans le ciel, le défaisant définitivement. Ceux présents célèbrent leur victoire, félicitant le protagoniste et plaisantant en disant que s'il avait été là depuis le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Cependant, son absence était due à quelque chose d'aussi trivial que d'être coincé dans les toilettes avec une diarrhée implacable. Pendant ce temps, la scène se déplace vers un garçon albinos rencontrant 3 figures mystérieuses. En apprenant la défaite de l'émissaire, ils décident d'activer la prochaine phase de leur plan. Le membre aux cheveux rouges du groupe déclare qu'il agira en premier, disparaissant dans l'obscurité. Alors que le groupe célèbre leur récente victoire, l'émissaire apparaît brièvement sur la scène, déterminé à se venger. Sans avertissement, il lance un puissant sort de foudre visant Hiragi et disparaît immédiatement du monde. Sentant le danger, Saito essaye de protéger Seiichi et finit par subir l'attaque avec lui. Tous deux s'effondrent au sol, sans vie, plongeant l'endroit dans un profond chagrin alors que leurs amis pleurent leurs apparentes morts. Cependant, à l'insu de quiconque, Seiichi et Saito se sont réveillés dans l'au-delà. Une voix mystérieuse s'adresse à Hiragi, expliquant qu'il ne peut pas mourir car la saison ne se terminera pas de cette manière. Pour revenir à ses amis, il doit surmonter un concours spécial et atteindre la légendaire porte de la vie. Le premier défi consiste à répondre correctement à une série de questions sur sa propre vie. Les enjeux sont élevés. Une mauvaise réponse signifiera son élimination définitive, même dans la mort. Pendant ce temps, Saito est enlevé par une étrange femme, quelque chose que Hiragi ne remarque pas immédiatement. Alors qu'il se concentre sur sa première question, celle-ci le prend complètement au dépourvu. Pour y répondre, il doit faire du jet-ski à travers un lac mystique. De loin, il voit Saito attaché, essayant de lui faire signe de l'aider avec la bonne réponse. Cependant, Seiichi ne comprend pas ces signaux et, agissant par instinct, donne une réponse inattendue en disant que ce n'était pas un coup de foudre. À sa grande surprise, il a raison. Saito est libéré et une brève vidéo révèle la vérité. Il y a des années, pendant le lycée, Saito avait l'habitude de manger seul. À cause de sa timidité,
Hiragi, avec sa gentillesse habituelle, s'est approché d'elle et l'a progressivement aidée à se sentir plus à l'aise pour socialiser. Grâce à sa chaleur et son empathie, Saito est finalement tombée amoureuse de lui, mais pas immédiatement. Ses sentiments se sont développés avec le temps. Seiichi, qui avait prétendu se souvenir de cet événement, s'en rappelle enfin complètement. La voix mystérieuse le félicite d'avoir réussi le premier test et le prépare pour le défi final. Dans un changement de scène, Lucia est vue en réunion avec les capitaines de l'armée démoniaque. Elle discute des progrès d'un traité de paix avec le royaume, expliquant qu'il ne reste qu'une étape pour consolider l'alliance. Cependant, l'un des capitaines exprime son objection, suggérant qu'il devrait se distancer de Gustel en raison de son comportement suspect et d'Iris soulevant des doutes sur ses véritables intentions. De retour dans le monde souterrain, Hiragi fait face à son prochain défi en naviguant dans un labyrinthe apparemment simple. Cependant, le chemin est semé de pièges et de vandales excentriques qui lui lancent des commentaires absurdes, comme des avertissements de faire attention à sa porte arrière. Bien que le voyage s'avère quelque peu monotone, Seiichi parvient à surmonter tous les obstacles, à vaincre les vandales et à atteindre la porte de la vie. Avec ce triomphe, il est un pas plus près de retourner dans le monde des vivants et de retrouver ses amis. Dans un château sombre, le mystérieux garçon albinos converse avec son majordome Judith, qui l'informe que Jimpel et Vitor ont commencé à mettre en œuvre leur plan pour ressusciter le roi noir. Pendant ce temps, Seiichi se réveille comme si rien ne s'était passé, ce qui soulage ses compagnons. Soudain, Louise apparaît gravement blessée et s'effondre devant tout le monde. Il est alors révélé que Louise se trouvait à l'Académie de magie à la demande du roi Rand. Chargée de la mission de ramener Hiragi au royaume pour témoigner de l'alliance entre les humains et les démons, la guilde et Hiragi organisent un concours pour de nouveaux membres. Parmi les participants, un candidat mystérieux se distingue, qui s'avère être un apôtre noir déguisé. Grâce à ses compétences, il est accepté dans la guilde. Ailleurs, Kraze parle avec Ruben de la façon dont tout se déroule comme prévu. Zakia, un commandant du royaume, devient suspicieux à leur égard et décide de les confronter. Après avoir découvert leurs intentions d'exploiter le chaos et le désespoir de la population pour accroître le pouvoir du roi noir, Zakia tente d'attaquer Ruben, mais Ruben utilise une illusion pour s'échapper, se moquant de lui en fuyant. Se remémorant les paroles de l'empereur Alpha sur la protection de la nation, même par le biais d'alliances avec d'autres royaumes, Zakia se met en route vers un endroit inconnu pour chercher de l'aide. Cependant, il est intercepté par le garçon albinos, qui le défie en combat. Malgré les efforts de Zakia, le garçon démontre une compétence écrasante, évitant toutes les attaques de Zakia avec aisance. Zakia utilise son épée et un puissant sort appelé Vague de Conquête, mais échoue à infliger des dégâts. Le garçon albinos, déçu par la force de Zakia, se prépare à porter le coup final. Au moment critique, Louis intervient pour sauver Zakia, confrontant le garçon albinos. Cependant, ses attaques s'avèrent vaines et elle finit gravement blessée. Malgré son état, Louis défie le garçon albinos, affirmant que son maître est bien plus fort que lui. Provoqué, le garçon cherche une puissante frappe de foudre pour l'achever. Zakia se sacrifie en se mettant en travers de l'attaque, le laissant au bord de la mort. Alors que Louis essaye de l'aider, le garçon albinos se remémore un passé où l'Académie de magie était engloutie par les flammes et un loup de feu à 3 têtes. Ce souvenir semble l'affecter, l'incitant à se retirer, laissant Zakia et Louis gravement blessés. Avant de mourir, Zakia confie à Louis la responsabilité de protéger l'avenir des nations. Dévasté, Louis raconte tout ce qu'il s'est passé à Seiichi. Alors qu'il se dirige vers le royaume de Winberg, Hiragi la rassure, promettant que l'alliance entre les royaumes sera possible. Pendant ce temps, dans le royaume, le roi Rans et les membres de la guilde rencontrent la reine démon et ses capitaines pour signer l'alliance. Bien que la réunion commence avec des tensions et des arguments absurdes, un discours émouvant du nouveau membre de la guilde parvient à réconcilier tout le monde. À ce moment-là, Hiragi arrive avec Louis et Seria. Rans, voyant Louise blessée, exige une explication. Après avoir entendu ce qui s'est passé, il déclare que le problème ne concerne plus seulement le royaume, mais qu'ils doivent agir contre l'Empire Kaisal. Lucia acquiesce et ils signent enfin l'alliance, marquant le début d'un nouveau chapitre dans la lutte contre le roi sombre et ses partisans. À l'Académie, tout semble revenir à la normale, mais il est bientôt révélé que Saito a été imité. L'imposteur s'avère être Jimpel, qui possède la capacité de se transformer en d'autres personnes. Jimpel partage son histoire. Enfant, il a été rejeté par ses parents, ce qui a alimenté son ressentiment envers l'humanité. Utilisant son pouvoir, Jimpel se transforme en Seria et défait la classe F. Plus tard, il essaye d'approcher Lulune avec des intentions malveillantes, mais elle, sans se douter de rien, partage sa nourriture avec lui. Cet acte de bonté désarme Jimpel, lui permettant de ressentir pour la première fois ce que signifie l'amitié, quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté à cause de sa solitude et du harcèlement qu'il a subi dans le passé. Confus, Jimpel s'éloigne de Lulune pour éviter de lui faire du mal et concentre son attention sur Auriga. Cependant, il s'attache également à elle, ce qui ravive des souvenirs douloureux de son passé.
Finalement, il change à nouveau de cible et se transforme en Iaragi pour se rapprocher d'Artoria. Cependant, Artoria, remarquant son comportement étrange, le repousse avec un coup de poing. Ce rejet ne fait que renforcer la perception de Jimple sur la gentillesse et la force d'Artoria, approfondissant son conflit intérieur. Pendant ce temps, le véritable Iaragi et Seria sont en ville pour acheter des fournitures. Là, Seria rencontre un mystérieux garçon albinos qui, en la voyant, semble se souvenir de quelqu'un de son passé. Peu après, Seiichi arrive et parle brièvement avec le garçon, qui, après avoir confirmé que Seiichi est l'homme qu'il cherche, s'en va avec un avertissement énigmatique. Nous nous reverrons bientôt. De retour à l'académie, Jimple continue d'enquêter sur la vie de Seiichi, déterminé à comprendre pourquoi tout le monde le respecte tant. Pendant son temps à imiter Seiichi, il commence à apprécier les interactions quotidiennes et la chaleur de la vie scolaire. Lors d'un pique-nique, le directeur rassemble tout le monde pour discuter de l'ordre du dieu sombre, mais est interrompu par un ogre géant tentant de les attaquer. Jinpel, sous l'apparence de Seiichi, repousse l'ogre d'un regard intimidant. Cela suscite les soupçons de Barna, qui perçoit une présence malveillante et rassemble les autres pour révéler qu'il y a un imposteur à l'académie. Kanazuki confirme leurs soupçons avec son sens aigu de l'odorat, notant que l'imposteur ne porte pas l'odeur de Seiichi. De plus, elle mentionne avoir vu un faux Saito parler à Lulune pendant que le vrai Saito était inconscient dans le poulailler. À ce moment-là, Jimple décide de révéler son vrai visage, admettant qu'il est l'un des 4 dirigeants de l'ordre du dieu sombre. Il explique que son plan initial était de semer le chaos à l'académie après avoir pris l'identité de Saito, mais son expérience en tant que Iaragi l'a changé. La chaleur des relations humaines le transforme, et bien qu'il doute de pouvoir un jour être aimé comme Iaragi, il décide d'abandonner ses plans de destruction de l'académie et de partir. Artoria, ému par ces mots, soutient la décision de le laisser partir. Bart, au départ réticent, reconnaît que Jimple aurait pu les détruire, mais choisit de ne pas le faire. Il décide donc aussi de lui faire confiance. Plus tard, de loin, Jimple regarde l'académie avec nostalgie. À ce moment-là, une mystérieuse silhouette encapuchonnée apparaît, soulagée de les voir. Jimple dit qu'il va quitter l'ordre du chaos et commence à expliquer ses raisons. Cependant, avant qu'il puisse finir, la silhouette encapuchonnée le tue sans dire un mot. Enfin, Iaragi retourne à l'académie avec Seria, réfléchissant à sa brève rencontre avec le garçon albinos et à sa possible signification pour l'avenir. Suite aux événements précédents, nous revenons aux membres de la guilde de Seiichi. Vitor, de plus en plus impatient, est déterminé à mettre son mystérieux plan à exécution. Pendant ce temps, toute la guilde dort profondément après une nuit de beuverie excessive, sauf pour l'homme avec la sucette, qui semble être attaqué aux premières heures du matin. Le lendemain, Gusley, accompagné de Vitor et Aeris, commence une enquête pour découvrir ce qui s'est passé. Ils interrogent tous les membres de la guilde, mais aucun d'eux ne fournit de réponse claire. À ce moment-là, Vitor suggère que l'attaque pourrait avoir été menée par un membre de l'Ordre Sombre, suscitant de légers soupçons. Plus tard, à Aeris, les membres de la guilde se rassemblent devant ce qui semble être la tombe de l'homme avec la sucette. Aeris, visiblement exaspéré, lui crie dessus, soulignant qu'il n'est clairement pas mort. Soudain, l'homme avec la sucette se réveille et explique ce qui s'est passé. Dans un état d'ébriété, il a tenté de remplir un biberon avec de l'urine, mais a accidentellement marché sur un autre et s'est évanoui. Cette révélation absurde résout l'incident de manière comique. Pendant ce temps, Seiichi explique en classe l'alliance entre le royaume de Windburg et les démons, approfondissant les détails de ce passage. Attaquée ailleurs dans la ville, Eris marche seule dans les rues jusqu'à ce qu'elle soit interceptée par Vitor. Avec un mélange de désespoir et d'arrogance, Vitor se révèle être un apôtre de l'Ordre Sombre. Eris, sans surprise, admet qu'elle s'en doutait déjà, ce qui pousse Vitor à l'attaquer immédiatement. Bien qu'Aeris esquive certains de ses coups, elle est bientôt submergée et Vitor la frappe au ventre, la laissant au sol. Alors que Vitor se prépare à porter le coup final, Gustl intervient pour l'arrêter. Avec une colère évidente, Gustl exige une explication, à laquelle Vitor répond qu'il le fait uniquement pour le plaisir. Indigné, Gustl le frappe avec une telle force qu'il le fait voler. Après s'être assuré qu'Aeris va bien, Gustl confronte Vitor dans un combat qui commence par des coups intenses et semble équilibré. Cependant, Vitor active son sort de résonance, renforçant ses muscles et rendant chaque coup qu'il reçoit 2 fois plus puissant. Bien que le sort lui donne l'avantage, Gustl refuse de reculer et continue de se battre avec détermination. Au milieu de la bataille, Vitor se moque de l'apparente faiblesse de Gustl, mais Gustl répond que ses coups n'ont pas besoin d'être forts pour prouver sa valeur. Finalement, Gustl parvient à toucher Vitor avec un discours émouvant sur la véritable force et l'importance de l'amitié. Les mots de Gustl affectent Vitor si profondément que son sort commence à vaciller. Profitant de cette distraction, Gustl le frappe de toutes ses forces, faisant éclater des roches autour d'eux. Dans un tournant inattendu, Gustl tombe sur la poitrine de Vitor, l'appelant un ami. Étonné, Vitor sourit et admet que pour la première fois de sa vie, il se sent véritablement vaincu. Bien qu'il soit blessé, Vitor se retire du combat.
En chemin, Vitor croise Jadis qui doute de la légitimité de sa défaite. Bien que Vitor admette qu'il a perdu, il confesse aussi que pour la première fois, il ressent quelque chose de semblable à la paix. Cependant, Jadis note lui sans relâche avant de disparaître. Ailleurs, Seiichi continue de s'entraîner à l'académie. Malgré ses efforts, il échoue à utiliser sa magie. Dans un flashback, nous voyons l'albinos offrant un cadeau à son professeur Libera qui semble avoir péri en se sacrifiant pour lui. Soudain, des cris se font entendre, confirmant apparemment ce résultat tragique. Bientôt, un souvenir choquant que Distra souhaite oublier est révélé. Pendant ce temps, Barnabas rassemble Seiichi et ses amis pour expliquer la véritable raison pour laquelle il les a amenés à l'académie, le mystérieux fruit de l'évolution. Barnabas révèle que ce fruit est directement lié au Seigneur des Ténèbres. Il y a des siècles, il y avait de nombreux dieux, mais l'un d'eux s'est rebellé contre les autres, désirant régner seul. Ce dieu a développé une profonde haine pour les humains et les autres dieux, et cette haine s'est cristallisée sous la forme du fruit de l'évolution. Le fruit a commencé à se répandre rapidement, semant le chaos jusqu'à ce que les dieux s'unissent pour le contenir. Par conséquent, le fruit est désormais considéré comme un objet légendaire, et ceux qui le consomment sont destinés à affronter le Seigneur des Ténèbres. De plus, Barnabas explique que si quelqu'un consomme 10 de ces fruits, une rencontre avec le dieu sombre devient inévitable. Barnabas mentionne Distras, expliquant qu'il est responsable des événements tragiques qui se sont produits. À travers un flashback, nous voyons un jeune Barnabas tentant de consoler Distras qui avait perdu ses parents après une guerre dévastatrice. Barnabas l'a emmené à l'académie de magie et, avec l'aide de Libera, son professeur, ils ont essayé de lui donner un nouveau but dans la vie. Cependant, tout a changé lorsque l'académie a été attaquée par un ennemi inconnu, semant le chaos et la destruction. Pendant l'attaque, Libera a tenté de protéger les étudiants, tandis que Distras faisait face à un redoutable loup à 3 têtes. Malgré les efforts de Libera pour l'aider, le loup s'est révélé trop puissant et a pris sa vie. Consumé par le désespoir, Distras a cherché le corps de son professeur parmi les rochers, les décombres, en vain. C'est alors que la même entité qui avait tenté de posséder Hiiragi lui est apparue, murmurant des mots remplis de haine envers les humains et les dieux. Dans son état de vulnérabilité, Distras a accepté les paroles de l'entité et lui a permis de lui accorder du pouvoir, recevant sa morsure. Par la suite, Distras a consommé un fruit d'évolution qui l'a transformé en sa forme actuelle. À partir de ce moment, il a blâmé Barnabas pour tout ce qui s'était passé et a quitté l'académie. Barnabas, quant à lui, a lamenté depuis lors son incapacité à protéger Libera. À ce moment-là, Distra apparaît aux côtés de Judis, qui enlève Hiiragi. Barnabas essaie de l'arrêter, faisant appel à des souvenirs de Libera dans une tentative de convaincre Distra de revenir vers eux, mais cela ne fait que l'irriter davantage. Distra saisit Barnabas par la gorge, et dans un acte désespéré, Barnabas active un sort de destruction. Bien que Barnabas sacrifie sa vie, le sort échoue à nuire à Distra. Hiiragi, rempli de rage, subit un changement dans ses yeux. Cependant, Judis utilise un sort pour téléporter Seiichi et Seria dans une autre dimension. Étonnamment, cette dimension s'avère être celle que Seiichi avait vue dans ses rêves avant d'arriver à l'académie. Distra explique que le Seigneur des Ténèbres réside dans cet endroit et qu'il a besoin de l'énergie de Seiichi pour le ressusciter. Mais à la grande surprise de tous, Distra révèle que son véritable objectif est de ressusciter le dieu sombre, uniquement pour le tuer de ses propres mains. La bataille commence et Seiichi tire son épée pour se défendre, seulement pour découvrir qu'il ne peut pas utiliser sa magie et que son énergie s'épuise rapidement. Distra se moque de lui et décide de jouer avec son désespoir, recréant les scènes mêmes que Seiichi avait témoin dans ses rêves, le poussant à ses limites avec Seria qui apparaît soudainement pour confronter Distra sous sa forme de gorille. La bataille devient intensément captivante. Seria, courageuse et déterminée, attaque de toutes ses forces. Mais ses coups semblent à peine affecter Distra, qui affiche une immense puissance et une indifférence face aux dégâts. Dans un moment dévastateur, Distra enfonce son poing dans l'abdomen de Seria, la laissant gravement blessée. Seiichi, horrifié, se précipite vers elle et la prend dans ses bras, regardant la vie s'échapper d'elle. Cette fois, ce n'est ni un rêve, ni une illusion. Seria meurt, laissant Hiiragi dans le désespoir face à ce qu'il a été témoin. La tragédie déclenche quelque chose d'inhabituel en Hiiragi. Grâce au pouvoir du fruit de l'évolution, il commence à éveiller ses véritables pouvoirs. Une énergie intense et écrasante émane de lui, l'entourant et transformant l'atmosphère. Au milieu de cet éveil, Seiichi est transporté dans un espace astral où il commence à revivre des souvenirs douloureux de son passé, confrontant à nouveau les moments où il a été harcelé et humilié. Dans cet espace, l'Astra apparaît. Tentant de manipuler Seiichi, Distra l'exhorte à se laisser consumer par le pouvoir obscur du fruit. Utilisant ses souvenirs traumatiques comme arme psychologique, il rappelle à Seiichi qui il était autrefois et promet que s'il cède au pouvoir obscur, il pourra se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal. Peu à peu, Seiichi commence à céder, et son corps commence à se transformer, reflétant l'influence du côté obscur. Cependant, lorsque tout semble perdu, un rayon d'espoir, l'espoir s'allume en lui.
Des souvenirs de Seri, de ses amis et des expériences qu'il a partagées dans sa nouvelle vie commencent à refaire surface. À ce moment critique, la version astrale de Hiragi lui-même apparaît devant lui pour lui rappeler le véritable pouvoir qu'il possède, l'amour et l'amitié. Alors qu'il se remémore ses waifus et les liens qu'il a tissés, Seiichi parvient à résister aux tentations de Distra et retrouve sa détermination. Grâce à cela, il atteint une nouvelle forme, l'évolution de l'amour. Dans cette forme, son énergie se transforme en une puissante mélodie. En chantant, Hiragi accomplit un miracle. Il ressuscite tous ceux qui étaient morts, y compris Seri et d'autres victimes du conflit. Avec sa force et sa résolution renouvelée, Seiichi affronte Distra dans un combat final. Sans recourir à la violence, il utilise le pouvoir de l'amour pour montrer à Distra que son chemin est dénué de sens. Distra réalise enfin ses erreurs et décide de mettre fin à ses jours pour retrouver Libera, la personne qu'il a toujours aimée. Avant de disparaître, Distra laisse derrière lui un dernier fruit de l'évolution comme symbole de sa rédemption. Seiichi, maintenant aux côtés de Seri, retourne une fois de plus à l'académie pour partager ce qui s'est passé. Ensemble, ils annoncent que Distra n'a pas survécu, mais que son sacrifice a restauré l'équilibre entre les humains et les démons. Grâce à cela, le traité de paix entre les deux races est enfin établi avec succès. Avec tout calme, Seiichi décide de continuer sa vie entouré de ses waifus, alors que le monde profite enfin d'une paix durement gagnée, bien que la durée de cette paix reste incertaine.